Bonjour et bienvenue à la table de la quotidienne numéro 21 en partenariat avec Sabre et Avis. Au menu du jour, APST, synthèse de l'Assemblée. Aérien, nous avons avec nous deux compagnies spécialistes et nous nous interrogerons avec eux pour savoir comment elles tirent leur épingle du jeu entre les majors d'une part et les compagnies de low cost de l'autre. Et enfin, nous allons revenir sur un événement qui s'est passé en 2016, en juin 2016, à savoir l'euro et la conséquence positive ou pas pour un petit pays qui se trouve au nord de l'Europe, l'Islande. Pour nous accompagner aujourd'hui, je reçois Carole Bednarek. Carole, bonjour. Bonjour. Donc, je me présente. Je suis Carole Bednarek, la directrice commerciale de Air Calin, France et Europe. Air Calin signifiant Air Calédonie International. Parfait. Brindis. Excuse-moi Brindis. Eric Dautir, j'espère que je l'ai bien fait. Très bien, c'est bravo. Et Brindis, tu diriges donc l'agence Brindis, spécialiste de l'Islande. Voilà, c'est ça. Ensuite, Jean-Marc Hastings. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Bonjour, tu es directeur régional Europe pour Air Tahiti Nui. Et enfin, Emmanuel Toromanov. Bonjour. Bonjour, secrétaire général de l'APST. Et oui, il en faut un. Je voulais revenir sur une autre élection, d'ailleurs, parce que je pense que vous avez élu pas mal de monde hier, Emmanuel. Vous pouvez nous faire la synthèse de l'Assemblée de l'APST ? 1h30 ou non, quelques minutes? On va le faire en version courte. Non, mais c'est comme vous voulez. Comme là, j'en sors. On va à l'essentiel. Je me sens chaud pour vous faire un petit résumé d'1h30. Direct to the point. Bon, relativement rapidement, il y avait quelques administrateurs sortants. Ont été élus en fait au poste d'administrateur. Monsieur Georges Cid qui a été réélu. Il y a eu Madame Laure Tréhardy qui a été réélue aussi. Monsieur Jean-Luc Dufresne. Monsieur, que je ne me trompe pas, excusez-moi, Madame Michel Laget. Très bien, parité jusqu'à présent. Voilà. Et dernière personne, j'ai oublié quelqu'un, bien sûr. Qui ai-je oublié? C'était sympa ça. Non, mais vous savez, c'est toujours quand c'est comme ça. Ça vous reviendra, ça te reviendra. Voilà, en fait, en tout cas, il n'y a pas eu de grand changement, si ce n'est qu'effectivement, on dit bienvenue à Michel Laget-Herbeau qui nous avait quittés il y a quelques années comme administrateur et qui revient. D'accord. Ça fait plaisir. Voilà. Bon. Ok. Et sinon des changements au niveau du bureau, non, parce qu'en fait monsieur Georges Cid qui était déjà vice-président a été réélu vice-président et madame Laure Tréhardy qui représentait les agences de distribution a été réélue. D'accord. Donc pas de changement notable ni de fond. Parfait. Donc, quels sont les enseignements de cette assemblée? L'APST est une association qui se porte bien, si j'ai bien lu entre les lignes. Vous avez plein d'argent là à dépenser. J'essaye quand même de ramener les choses. Alors juste, on a effectivement fait un excédent de recettes assez important cette année. Ce qui est important pour deux raisons. La première, c'est que nous allons être soumis à partir de cette année à des nouveaux critères de solvabilité. C'était demandé par nos confrères, j'ose pas dire nos concurrents, des confrères qui nous voulaient du bien, qui disaient qu'on était mort il y a encore quelques mois. Mais il se trouve qu'on est toujours là, qu'on va bien, et les critères de solvabilité, ce sera Solvency One, et on les remplira sans aucun problème. On les remplissait déjà, je pense que ça nous permettra de les remplir et de voir l'avenir plus tranquillement et plus sereinement au cas où il arrivait un problème, puisque notre métier, c'est quand même de gérer les problèmes. Malheureusement. Quelques chiffres, sinon plus de 3500 adhérents fin 2016, ça c'est bien, c'est sur plus de la moitié. Sur un périmètre de business de combien sur un périmètre, d'agences? alors pour vous donner une idée, le nombre total d'opérateurs de voyage inscrits au registre Atout France, c'est environ 6700, un peu moins. Bon, on en a grosso modo la moitié, mais ce qui est important, c'est que sur les 6500, il y en a 4500 qui sont
principalement agents de voyage. D'accord. Les autres sont souvent des gestionnaires d'hébergement, des gestionnaires d'activités de loisirs, des associations de tourisme, Des réceptifs. des organismes locaux de tourisme. Non, les réceptifs sont des agents de voyage D'accord, pour moi. ok. Mhm. Petites ou grosses, les agences online sont des agents de voyage. Donc 4500 principaux. Sur ces 4500, on a environ 70, on a plus de 70% du marché. D'accord. C'est ce marché-là qui est le plus important et effectivement, nous sommes la première caisse de garantie du tourisme. Je vous rappelle quand même, en 30 secondes, notre Allez-y, métier, allez-y. c'est garantir l'argent déposé par les clients consommateurs quand ils ont acheté chez un voyage à forfait ou une prestation garantie chez un opérateur devenu financièrement défaillant, c'est-à-dire qui dépose de bilan. Donc, Donc- vous avez connu combien de faillites cette Ça année? s'améliore Une petite vingtaine cette année, C'est mieux que 2000, c'est beaucoup mieux. que 2015. Oui, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Que ce soit Ça, sur c'est le moins, en fait. que ce soit sur Moins. le global du marché, toutes entreprises confondues sur le secteur ou sur les entreprises APST, on est bien meilleur que sur l'année 2015. D'accord. En nombre, en coût aussi, puisqu'en coût, on est passé d'un coût, sur l'année, on a un coût net de 3,3 millions. L'année précédente, on était largement près des 8. Ouais, donc, Bon, et beaucoup de progrès. dans les 3 millions de cette année, on a provisionné 3 millions sur les sinistres de la fin du dernier trimestre, qui sont des sinistres ouverts en 2016, mais dont le montant n'est pas encore connu, puisque la D'accord. forclusion intervient en 2016. Nous sommes sur une activité légale, un peu réglementée, les gens ont 3 mois pour réclamer. Donc, est-ce à dire que ça va mieux pour Alors, est-ce à les dire agences que- de voyage? Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, premièrement, en ce qui concerne la PST, nous avons fait un travail de nettoyage aussi dans les dernières années qui nous a coûté de l'argent, puisqu'on a eu quand même à faire face à de nombreux sinistres, de nombreuses défaillances qui avaient coûté de l'argent. Deuxièmement, les opérateurs de voyage eux-mêmes sont effectivement sans doute de plus en plus professionnels et gèrent de mieux en mieux. Certains arrêtent très tôt avant d'avoir des défaillances qui vont impacter le fonds de garantie ou qui vont leur créer des problèmes. Et le marché s'organise de plus en plus. Maintenant, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes? S'il n'y avait jamais de problème, il n'y aurait pas d'APST et malheureusement, je n'aurais pas de travail. Donc il faut aussi penser à moi. Donc on va vous laisser un petit peu une marge de... Alors, pour boucler sur la PST, Emmanuel, tu nous as pas parlé de la super campagne grand public. Mais oui, parce que moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi une caisse de garantie, finalement, Ouais. allait communiquer et envers qui. Je vais encore être obligé de repartir d'un peu plus loin. Mais on a vous pas savez, beaucoup de temps, alors là, il faut le c'est faire difficile, vite. ça va être assez rapide. Vous savez que la loi a changé début 2016 et maintenant tous les garants garantissent l'intégralité des fonds déposés par les clients dans ce qui On a rentre dans le fait champ d'application de la garantie. C'est-à-dire que si on garantit un forfait, le garant, quel qu'il soit, doit garantir l'intégralité de ce qui aura été déposé par le client direct si l'opérateur de voyage dépose le bilan. C'est important parce que ça veut dire qu'avant ils étaient limités à des montants et maintenant ils garantissent tout. Les seuls qui garantissaient depuis déjà 1997 la totalité des fonds déposés par les clients sur ce type d'opération, c'était nous. Et pour faire connaître l'intérêt de cette garantie pour le client consommateur, nous avons décidé, nous avons aussi interrogé pas mal nos adhérents pour savoir est-ce qu'il était important pour eux que l'on communique et vers qui on devait communiquer. Le grand public, c'est important. Je rappelle, on a commencé dans les années fin des années 90 avec des campagnes, début des années 2000, avec une campagne. La première campagne qu'on faisait, c'était une campagne où on disait en 2000, 101 agences de voyage ont déposé le bilan. 3300 clients au moins ne se sont aperçus de rien, ils s'étaient adressés à une agence de voyage APST. C'était les 3300 clients qu'on avait pris en service, c'est-à-dire qu'on avait fait partir en vacances. Donc on a essayé des différentes formules, on a eu ensuite un partenariat avec Julien Courbet pendant quelques années sur l'émission Ça peut vous arriver, ça c'était assez porteur aussi. Ça nous a permis de faire connaître un petit peu la coccinelle et l'intérêt de cette garantie. Donc il fallait qu'on trouve autre chose, quelque chose de nouveau. Et donc on a une grande campagne de communication avec un budget relativement conséquent qui va qui va être en plusieurs parties. Un spot radio sur BFM. Sur BFM aussi, mais sur BFM TV, on aura du sponsoring météo pendant un mois, avec un spot spécifique, un sponsoring spécifique, vous savez, à l'entrée, un billboard efficace. Et puis nous allons ensuite essayer de relayer cette campagne auprès de l'ensemble de nos adhérents pour que cette campagne, ils se l'approprient. Puisque le but, quand même, c'est que l'ensemble des vendeurs sachent de quoi ils parlent quand ils ont un client.
Aujourd'hui, tout le monde a peur de parler de sa propre défaillance, mais le premier qui l'a fait, c'est Darty, il y a déjà quelques années. Et le contrat de confiance, c'est ça. Je vous vends un truc, ça peut peut-être tomber en panne. Si ça tombe en panne, je vous vends un truc qui va vous permettre... c'est un petit peu l'esprit qu'il faut qu'on arrive à trouver et à inculquer à nos vendeurs pour qu'ils s'approprient cette garantie, pour que ce ne soit plus un frein, mais quelque chose dont ils sont fiers. Ça a été créé par la profession, pour eux et pour leurs clients. Donc il faut qu'ils entre guillemets, qu'ils le vendent à leurs clients. D'accord, Emmanuel, je pense que le message est passé. On va partir dans une autre dimension. On va traverser l'Atlantique, le Pacifique. Et Jean-Marc et Carole, bien sûr Brindis, toi qui as aussi une expérience aérienne, n'hésitez pas à nous dire comment les compagnies spécialistes comme les vôtres tirent leur épingle du jeu entre les majors, les grands mastodontes et les compagnies low cost. Ça se passe comment pour vous ? Alors, pour Air Tahiti Nui, effectivement, donc le métier, c'est de relier Tahiti, la Polynésie française, au reste du monde. Alors, nous sommes une compagnie spécialiste, nous avons 5 avions. Donc, à l'échelle du transport aérien, nous sommes petits. Avec nos 5 avions, nous allons en Nouvelle-Zélande, au Japon, à Los Angeles. Donc, le Pacifique, c'est notre grande région, et puis bien sûr à Paris, avec une desserte, je dirais, naturelle, stratégique de la métropole et tous les besoins, et pour répondre à tous les besoins en transport aérien qui sont naturels entre la métropole et un de ses territoires. Après, pour répondre précisément à ta question, Muriel, je pense que c'est aujourd'hui une belle manière de faire du transport aérien entre une compagnie majeure, globale, qui a un réseau mondial, et puis des compagnies low cost qui sont sur des modèles économiques différents. Nous sommes des spécialistes, et dans spécialistes, il y a beaucoup de valeurs qu'on peut développer. Ça commence par le produit que nous avons, ce sont des produits qui sont identifiants, identitaires, et en ce qui concerne Air Tahiti Nui, notre produit, c'est de faire que l'ambiance de Tahiti commence dès qu'on monte dans l'avion. Donc ce sont nos équipages, c'est les attentions, c'est l'harmonie cabine, c'est la décoration de l'avion, etc. Donc tout ce qui fait le produit, un avion et un siège d'avion sont tous relativement identiques, donc pouvoir les différencier par ce type de personnalisation et de service, c'est un argument fort pour la communication, la promotion, donc en amont du voyage, et puis aussi pour l'expérience client. Et c'est souvent quelque chose que nous disent nos clients. J'ai pris Air Tahiti Nui et j'ai apprécié la fleur de tiare qu'on m'offre dans l'avion en signe de bienvenue. J'ai apprécié que les navigants mettent un uniforme spécial pour le service en vol. Voilà, des petites choses qui font que le service est différenciant, et que nos passagers, nos clients communs s'en souviennent et vivent un bon moment à bord. Voilà. Après, je dirais que c'est au quotidien, dans la relation que nous avons avec la distribution, avec les agents de voyage, les voyagistes, on a cette proximité, on a cette agilité à mener des opérations promotionnelles, mais aussi à être à côté de nos partenaires pour animer le marché et répondre à leurs besoins, que ce soit en amont ou a posteriori du voyage. Donc il y a cette agilité, cette proximité avec la distribution qui font du spécialiste, le vrai spécialiste, à côté des compagnies majeures. D'accord. Ça se passe comment chez Air Cana ? Alors nous, en fait, je rejoins un peu ce que dit Jean-Marc. La différence, c'est que nous, on ne se spécialise pas dans un peu l'accueil calédonien, puisqu'on est en continuité des prolongations des vols Air France sur la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, pour répondre à la demande, on a négocié, on est une petite compagnie, on a à peu près 5 avions, mais alors on ne parle pas du même gabarit.
puisque nous on parle des A330 et on finit au Twin Otter, pour vous dire jusqu'à petites îles on va, parce qu'on a beau nous mettre en catégorie uniquement sur du Paris-Nouméa, on a plus de 11 destinations sur le Pacifique. D'accord. Si c'est pas indiscret, c'est quoi Twin Otter? Un Twin Otter, c'est un petit avion de 8 places qui atterrit sur des toutes petites pistes, Excusez-moi, dont les bagages sont derrière les passagers et qui dessert alors pour la ligne Wallis-Futuna. D'accord. Okay. Puisque ce sont des continuités territoriales et en fait, donc je les connais à cause des timbres. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, quand un client par exemple demande un Paris-Futuna avec Air France, il a la continuité jusqu'au bout, en passant certainement d'un Boeing 777 sur un A330 Air Calin et pour finir sur un Twin Otter. Donc c'est un grand voyage, déjà loin, mais grand voyage, plein d'expérience. Donc en fait, nous on a développé, pour revenir à la stratégie des low cost, pour atterrir, pour garder le pavillon français et desservir surtout la Nouvelle-Calédonie pour les métropolitains, mais surtout pour les Calédoniens. Nous avons signé des accords avec des multiples compagnies. Alors, j'arrête pas de dire multiples depuis tout à l'heure, mais je vais vous les citer. Donc, c'est Air France, KLM, Finnair, British Airways, Iberia, Alitalia, SAS. C'est quand même assez important. Lufthansa, excusez-moi, sur le marché, toute la route qui nous dessert sur l'Asie et sur la route autre, qu'on appelle la route sud pour nous, qui est l'Australie. Donc, on passe par l'Asie du Sud et là, on a du Singapour, sur le golfe du Qatar. On a les compagnies du Golfe, Emirates, Etihad. Donc ça, sont tous nos accords avec. J'en oublie. Vous êtes obligé de passer. On est obligé, voilà. Oui, mais pour une petite compagnie, on a des multiples accords et ça épate des majors. Certaines grandes compagnies du Golfe n'ont pas autant d'accords que nous. Au passage, ça veut dire que nos clients, si demain une compagnie ne vole plus, on est capable de les rapatrier par une autre, donc ils ne sont jamais bloqués plus qu'un ou 2 jours sur Paris ou sur Nouméa. Après, nous, donc, on a ces stratégies d'alliance, en fait, avec des compagnies majeures. Mais alors, je vais peut-être vous surprendre, aussi avec des compagnies low cost, sauf des compagnies low cost dont on ne parle peu ici, puisqu'on genèse de la situation géographique, c'est en Nouvelle-Calédonie et dans la zone. Elles sont en Australie, qui sont Jetstar, qui est la low cost de Qantas, et qui sont aussi Virgin Atlantic, avec qui nous avons des accords. Donc c'est un peu intéressant ça, parce que ça dit surtout pour les Calédoniens, ils vont aller en Australie avec Jetstar, ils peuvent continuer sur tout le réseau de Jetstar, sur toute la route Asie du Sud-Est, mais avec Virgin Atlantic, ils peuvent aller jusqu'à Abu Dhabi par exemple, et continuer avec Etihad. Donc en fait, nous on développe ces accords, pour autant. Donc le Calédonien, lui, a ce multiple panel de compagnies. Le métropolitain, moins, parce que sa destination phare va être Nouméa et un peu autour. Nos tarifs permettent de s'arrêter partout, donc ça fait un superbe voyage si on le souhaite. Pour autant, ces compagnies low cost n'émettent pas un souhait encore pour aller en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Puisque vous savez très bien comment fonctionne une compagnie low cost, c'est au moindre coût, c'est des taxes aéroportuaires réduites, ce qui n'est pas encore. On a 2 aéroports à Nouméa, un international qui est le Tontouta, qui est quand même à 45 minutes de Tontouta, c'est un ancien aéroport militaire, et un domestique, mais là, lui, son problème, c'est la capacité d'accueil, de capacité d'avion. Tous les avions ne peuvent pas atterrir. Je rebondis, Carole, là-dessus, c'est intéressant parce que toi, tu es dans une problématique différente parce que tu es confronté sur une partie de ton trajet à des low cost depuis assez récemment. Comment, parce que là, on parle produits, coût cher, on parle attrait pour le client, enfin service au client, mais on n'a pas parlé de prix jusqu'à présent. Est-ce que le fait que toi tu sois confronté sur du Paris-Los Angeles à des low cost t'a fait changer ton yield? Alors oui, je dirais que pour compléter mon propos précédent, nous avons nous aussi, comme Carole le développait, de multiples accords avec des compagnies majeures, parce que c'est aussi le propre des compagnies spécialistes, c'est d'avoir des réseaux relativement resserré. Donc nous cherchons à connecter notre réseau que nous opérons avec nos propres avions à celui des autres compagnies pour remplir nos avions et mieux vendre nos destinations. Et inversement, ça permet à ces compagnies d'optimiser et d'améliorer leur remplissage d'avions sur leur propre réseau avec la vente de destinations au-delà des propres points qu'elles-mêmes desservent. Voilà. Alors, effectivement, le low cost d'un schéma
court, moyen courrier s'étend désormais, en tout cas essaie de prendre ses marques sur le long courrier. Alors on observe ça très attentivement. Tu évoquais la concurrence sur le transatlantique qui est nouvelle sur ce type de produit, le low cost. Alors c'est intéressant parce que c'est avant tout finalement du marketing. Parce que quand on développe une approche tarifaire low cost long courrier, avec le prix hors taxe aller simple d'un billet d'avion, en général la plupart des passagers reviennent, donc il faut faire x2. À ce prix hors taxe aller-retour, on va ajouter des taxes. Et puis, très souvent, puisque le prix d'appel sur un low cost, c'est pour monter dans l'avion, il va y avoir des coûts supplémentaires liés au service qui, sur un long courrier, sont difficiles à éviter. Le bagage, en soute, le plateau repas. Quand on prend un avion pour 10 heures, on monte pas dans l'avion avec son sac pique-nique. Le concept n'est pas le même. Voilà. Et en fait, quand on additionne tous ces éléments de prix, on arrive sur les prix des compagnies dites traditionnelles ou legacy ou déjà installées. Donc on observe évidemment avec beaucoup d'intérêt et d'attention cette évolution du marché. On y répond par des initiatives aussi tarifaires parce qu'on ne compte pas se laisser faire et on a des arguments pour ça. Donc je crois que si les low cost long courrier apportent une contribution au développement du trafic global, ça sera positif pour tout le monde. Si les low cost long courrier ne créent pas cette valeur ajoutée en créant ce trafic supplémentaire, ça sera destructeur pour tout le monde, puisqu'au final, on aura un impact sur nos chiffres d'affaires respectifs et que la dégradation de nos chiffres d'affaires sera préjudiciable pour un certain nombre d'opérateurs. Oui, je pense qu'il faut prendre le contexte là du côté distance de la destination. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour avoir une compagnie low cost pour un vol de 4 heures maximum. Et quand nous, on parle de vol de 10 heures pour l'Asie, de 10 heures en plus encore pour la Nouvelle-Calédonie. Donc après, quand on sort de Nouvelle-Calédonie, quand on veut prendre une low cost jusqu'en Australie qui font 4 heures, ça va. Mais après, au-delà, quand on rajoute tous les coûts, les bagages, les plateaux repas, le passager, après, il y a ça aussi. Et il y a aussi, comment dirais-je, le service dans le cas des aléas. En fait, vous avez une compagnie low cost, l'avion n'est pas là, et ben vous attendez le prochain. Et le prochain, si vous n'avez pas de place, vous pouvez attendre 2 jours. Alors que nous, l'avion n'est pas là, le passager, on se multiplie pour qu'il arrive à rentrer. Alors, je vous dis pas forcément dans le jour même, mais on trouve des solutions. Et ça, je crois que le passager sur un long courrier, parce que là, c'est un peu le cas de Jean-Marc et moi, sur un long courrier, le passager, je pense, commence à prendre cette notion-là en se disant, oula, attention, qu'est-ce que j'ai derrière comme sécurité? Voilà, ça c'est important. Alors, je pense que toutes les compagnies, que ce soit low cost ou legacy, ont toute cette norme de sécurité. Là, il n'y a aucun souci. C'est plus dans le cas de problèmes, de problématiques. Et d'ailleurs, nos clients nous le disent en disant oui, ok, peut-être que vous êtes un peu plus cher, mais au moins je sais que vous occuperez moi et que je pourrai arriver à bon terme assez rapidement. Et ça, c'est important sur des longues distances. On parle de vols de 24 heures quand même minimum. C'est pas des vols de. Voilà, je pense que le client est intelligent. Le client sait faire la différence selon le produit qu'il a choisi, le produit qu'il a acheté, qu'il a sélectionné. Et qu'il saura percevoir et comprendre. Ses attentes d'ailleurs peuvent être différentes entre ce type de compagnie et celle d'une compagnie dite traditionnelle. Donc je crois qu'on est dans un phénomène vraiment marketing au sens stratégie de prix, stratégie de communication, stratégie de produit, et qu'au final les compagnies établies ont les arguments pour réagir. Et puis si cette nouvelle offre nous permet nous aussi de nous réinventer et de nous redéployer, de nous reprojeter vers d'autres idées nouvelles, innovantes, etc. Je crois que ça sera pour le bien du client, et que, une fois encore, si le trafic global, si ces compagnies amènent de la croissance, tout le monde y trouvera sa place. Ouais. Voilà, je crois que c'est notre objectif à tous, c'est que les nouveaux acteurs créent une croissance
supplémentaires ne viennent pas uniquement détruire la valeur existante. La concurrence est toujours bénéfique. Quoi qu'on en dise, c'est dérangeant, mais ça permet en fait de se réadapter et d'être beaucoup plus proactif qu'on ne pourrait l'être. Et ça, même sur nos destinations, nous sommes touchés par ça. Avant d'aller en Islande, qui a connu un épisode pour les compagnies aériennes terrible en 2010, je voulais te demander, Emmanuel, comment la PST couvre justement les risques liés au low cost quand justement elles font partie intégrante d'un package vendu par une agence de voyage. Encore une fois, nous on garantit donc l'argent déposé par le consommateur qui aurait acheté un forfait. Si dans ce forfait il y a un billet low cost, il y a deux solutions. Soit le billet low cost il a déjà été émis, c'est un contrat de voyage entre le client et la compagnie, et le client va voyager. Les prestations terrestres, ce ne sera pas forcément le cas. Soit le billet n'a pas été émis pour des raisons diverses et variées, parce qu'on est à plus de 60 jours du départ, parce que c'était prévu dans le devis, et on va regarder si on peut, dans des tarifs raisonnables, c'est-à-dire en restant dans le prix moyen du forfait vendu, émettre un billet, soit le même, soit l'équivalent, pour trouver un billet d'avion, pour emmener le client à destination, qui revienne à la même date, qui parte à la même date, et qu'il ait des prestations équivalentes. Si on y arrive, de manière à ce qu'on ne perde pas d'argent, il partira. Si on ne peut pas le faire, ou alors si ça nous coûte plus cher que de le rembourser, malheureusement, on lui dira, écoutez, vous serez remboursé intégralement, mais vous ne pourrez pas partir. Ok, c'est faire. Voilà. Maintenant, je disais, c'est marrant parce que ce que vous dites sur l'analyse du long courrier, le court courrier, c'est un petit peu ce que font les gens aujourd'hui en achetant sur Internet certains produits sur lesquels ils n'attendent pas de valeur ajoutée derrière si jamais il y a un problème. Et pour d'autres produits, ils sont capables d'aller, peut-être sur Internet, mais en tout cas d'aller chercher un service après-vente qui sera plus performant et donc de passer le prix en deuxième position. Oui. Parce qu'ils voudront qu'on puisse venir les dépanner entre 9h et 18h le samedi ou le dimanche, parce que malheureusement en semaine ils travaillent par exemple. C'est clair. Alors cap vers le nord, vas-y Brindis, de toute façon on te laisse la parole. J'étais trop longtemps dans l'air, je peux pas Non, mais vas-y, c'est très intéressant. Pas pour aucune compagnie aujourd'hui, mais je connais quand même très bien par rapport à l'Islande par exemple, justement les compagnies un peu spécialisées, et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc justement sur l'importance de garder le branding et de vraiment faire sentir aux gens qu'ils sont chez eux quand ils montent à bord déjà. Mais ce qui a connu l'Islande justement depuis quelques années, déjà il y a 15 ans, il n'y avait qu'une seule compagnie aérienne qui arrivait en Islande. Aujourd'hui, il y en a 16. Et ce n'est pas que les low cost. Oui. Donc déjà, l'infrastructure, il faut que l'infrastructure suit mais de A à Z, mais déjà commençons par l'aéroport. Parce que quand il n'y en a qu'un, il faut suivre. Et justement, avec les 16 compagnies aériennes qui arrivent maintenant, ça commence à être compliqué. Et la même chose vers les États-Unis, parce qu'il y en a beaucoup qui profitent justement de l'arrêt en Islande de plus en plus. Et c'est pas que des low cost, c'est aussi des compagnies régulières, connues mondialement, qui sont intéressées et qui veulent y rentrer. Donc la concurrence pour les compagnies aériennes aujourd'hui islandaises est encore plus compliquée. Parce qu'il y a un hub particulier et c'est bon, il y a des contrats évidemment avec d'autres compagnies, mais c'est aucune, ils font partie de aucune union. Oui, Alliance, c'est de nulle part. Donc du coup, c'est quand même aujourd'hui, je pense que ça doit pas être évident. D'accord. Mais si j'ai bien compris, l'alliance entre les low cost moyens court courrier et les low cost long courrier est en train de se tisser entre Ryanair Nous, on c'est ça. Ryanair ici mais en fait c'est vrai, nous on peut se poser la question, est-ce qu'on a envie de travailler avec EasyJet et Ryanair pour amener plus de clients sur Paris pour continuer derrière. Mais après je crois qu'il faut une continuité de qualité dans le service. Et si Ryanair ou EasyJet ne décolle pas de Luton ou d'un autre aéroport du Royaume-Uni et que ça nous fait rater sa correspondance au départ de Paris, on a 24 heures derrière. Donc vous voyez, nous on privilégie dans ces axes européens les majeurs.
Après, dans l'axe de Nouvelle-Calédonie, sur une distance moins courte, si on veut s'arrêter en Australie, en Indonésie, dans l'Asie-Pacifique, là, on peut travailler avec des low cost. Sur les longs courriers, alors là, on les cite pas, mais c'est vrai que les Norvégiennes et tout ça, c'est des low cost, mais quand même de qualité. Il faut, je crois qu'à un moment donné, on parle de compagnies legacy, mais il va falloir parler aussi de compagnies low cost qui sont un peu régulières, qui sont elles sont toutes fiables en fait. Mais après, au niveau du long courrier, c'est autre chose. Je veux dire, et le service et le client. Le passager, lui, il va pas s'y reconnaître. Il va avoir un problème de s'y reconnaître sur la continuité. Donc, il faut qu'on fasse. Enfin, nous, en Air Caroline, nous sommes très sélectifs. Alors, c'est peut-être très prétentieux, mais on peut se le permettre de travailler avec qui on veut encore pour le moment, pour la sécurité et la garantie d'avoir un voyage serein jusqu'au bout. Okay. Ce qui est intéressant, j'évoquais tout à l'heure le cycle de vie des compagnies, c'est qu'on voit les compagnies sur un modèle pur low cost. Étaient des compagnies de point à point sur des aéroports secondaires avec un maximum de services complémentaires à payer. Certaines d'entre elles se sont développées sur des aéroports moins secondaires, donc réputés plus chers, ont commencé à chercher à séduire la clientèle affaires, à travailler avec d'un modèle purement B2C, en direct, vente directe uniquement par le client sur Internet. On commençait à aller travailler avec la distribution, avec les agents de voyage. Et maintenant, et c'est une des dernières étapes de l'évolution des low cost court courrier ou moyen courrier, elle commence à considérer travailler avec des compagnies long courrier en accord, alors interline dans notre jargon, ce sont des accords interbilletterie qui permettent à une compagnie d'émettre sur l'autre et éventuellement plus loin pour vendre conjointement des vols. Donc c'est aussi, on est dans un cycle qui permet à ces compagnies d'évoluer et d'aller chercher des relais de croissance dans des partenariats avec des compagnies traditionnelles. Faciliter le parcours client. C'est ça, l'expérience client. C'est intéressant parce que ça crée un dynamisme et qui déstabilise un peu ces compagnies legacy qui étaient installées dans leur confinement. Après, il y a eu le jeu des alliances qui est extrêmement important et c'est intéressant. C'est toujours en mouvance et je crois que la compagnie qui réussira à s'adapter à cette rapidité d'accords, d'alliances et de mouvance. Et moi, je sais que chez Air Caroline, nous sommes assez ouverts à ça et très dynamiques. D'accord. Alors là, je pense qu'on va clore, parce qu'on pourrait y passer aussi l'après-midi. Et on va aller en Islande. Et, c'est un sujet, mais c'est un sujet passionnant qui change notre industrie. Et c'est pour ça que j'adore ce sujet. Mais j'adore aussi revenir sur des événements comme ça. C'est la première fois qu'on le fait autour de la table. Et il nous intéressait de savoir, au-delà d'un événement qui s'est passé donc en France en juin 2016, qui a connu le boom de l'équipe de foot de l'Islande et par conséquence du tourisme en Islande, qu'est-ce qui se passe 10 mois après à Reykjavik ? Bon, ailleurs, mais c'est vrai que c'était un peu exceptionnel ce coup-ci pour les Islandais. Bon, déjà, il y a eu le volcan, il y a eu la crise économique, il y a eu les Panama Papers, il y a eu pas mal de choses. Mais le foot l'année dernière, c'était joyeux, c'était bien, c'était positif et c'était surprenant. L'opium Personne du peuple. s'y attendait. C'est-à-dire que les Islandais ont participé pour la première fois et ils sont allés beaucoup plus loin que tout le monde espérait ou osait, même y penser. Oui. Mais j'ai eu la chance de gérer justement l'événement qui a été créé autour de ça avec les autres participants, donc au niveau touristique et culturel. Et donc c'est pour ça que je connais quand même très bien les détails. Mais il y a eu, depuis, on a senti déjà tout de suite au moment où l'événement, ça passait à chaque fois qu'il y avait un match où l'Islande gagnait, qu'il y avait un boom. Déjà, Google, ça a explosé. Ouais. Les recherches sur Google sur l'Islande sont totalement explosées. Et partout dans le monde, il y a eu, on a senti une augmentation de volonté, mais surtout en France. C'est quand même assez exceptionnel ce qui est arrivé en France et en sud de l'Europe. C'est la volonté. Et les gens qui connaissaient pas du tout, qui avaient entendu parler parce qu'il y avait le volcan, mais se sont dit,
ils sont gentils, ils sont quand même. Mais- c'est un petit peuple mais ça, de c'est vikings, tout à et voilà, on l'honneur. va y Et aller, c'est quoi. tout à l'honneur et à Ouais, l'équipe voilà, de exactement. foot qui Voilà. était absolument chaleureuse Exactement. parce qu'ils ont fait vraiment Ah ouais, voilà. une approche marketing Voilà, excellente. c'est ça. Excellent. Et les supporters qui étaient fort sympathiques de Non, ce non, mais c'est côté-ci. Mais alors, Ouais. chapeau à ceux qui étaient Reykjavik. On a tous fait d'ailleurs, c'est adapté Ouais, par d'autres ouais. équipes de foot et à mon avis, vous devriez Non, me demander c'est un vrai. copyright. Ouais, hein. c'est Sur le fameux. Non, mais c'est bien la que les gens ping. le font parce que maintenant ça partait un peu. J'ai j'ai amené quelques chiffres parce que comme je les ai pas en tête, mais c'est juste pour vous montrer par exemple. Voilà, ça change. Une centaine d'années. Oui, Juste. Parce qu'elle dit c'est un 100 ans, mais heureusement qu'on Ah, change en non, 100 j'ai dit ans. en quelques centaines d'années parce que elle dit c'est un gentil petit peuple de vikings. Ah oui, non, Mais effectivement, ils ont bien changé. Ouais, bah voilà, c'est ça. Oui, en siècle. Ça a beaucoup changé. Par exemple, là, on a justement le nombre de touristes en Islande. Hein. Là, je parle globalement, hein, parce que c'est quand même un peuple de 320 000 personnes, hein, je vous rappelle. Hein. Il y a déjà en 2010, il y avait moins de 500 000 touristes qui venaient en Islande. L'année dernière, ça a dépassé, en 2015, ça avait dépassé 1 million, mais 2016, c'est 1,8 million. Vous voyez, il y a une augmentation de chaque année de plus que 20%, et l'année dernière, entre 2015 et 2016, 39%. C'est énorme. Oui. 300 000 habitants. 320 000. Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce Voilà, que- oui. Mais même, Il y a ouais. aussi une période de voyage un peu limitée, puisque vous avez quand même. Ah non, justement, ça, c'était Vous développé n'avez pas, après vous avez le pas volcan. quand même le. Non, mais non, je veux dire au niveau de la nuit polaire. Il y a peut-être plus de déplacements quand même entre été Non, et maintenant, automne, c'est même pas la- tout le toute la- temps. C'est Incroyable. toute l'année. Et là, moi qui organise les événements là-bas, là, je travaille maintenant sur octobre 2018, parce qu'il n'y a pas de place avant. Et est-ce que Mais, l'offre touristique de l'Islande a évolué suffisamment pour pouvoir accueillir autant de visiteurs supplémentaires? Parce que c'est une des problématiques de Oui. des destinations insulaires, c'est que faire face à une forte augmentation de la demande, ce sont des infrastructures nécessaires et des capacités d'accueil, C'est etc. justement un peu le problème en ce moment. Le problème, la discussion qui est très vive quand même entre les professionnels donc dans le tourisme et l'infrastructure sur place. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que ça prend quand même de temps de construire les hôtels. Il y en a 4 ou 5 énormes en Islande en construction en ce moment. Mais en même temps, il faut que l'aéroport aussi s'agrandisse et puisse accueillir. Les tarifs en même temps qui montent. Et l'inflation de pays qui était quand même en difficulté il y a pas si longtemps monte aussi. Donc il y a beaucoup de sujets en Islande dont on parle en ce moment. Justement, j'en parlais tout à l'heure avec toi Muriel pour cette conférence qu'on avait fait en Islande là, avec la Chambre de commerce franco-islandaise en Islande sur les risques dans le tourisme justement pour que les Islandais puissent apprendre un tout petit peu les Français comment vous avez fait ici. Donc on a amené des professionnels là-bas. Et justement, comment faire, comment préserver la nature, voilà. Donc il y a plein de problématiques autour, mais pour un petit pays qui n'est pas toujours évident à gérer. Mais l'Islande met vraiment les moyens en ce moment au niveau de formation, au niveau de budget. Faites venir de la main-d'œuvre aussi. Est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre qui vient Oui. d'autres pays pour Oui. pouvoir Qui gérer? vient d'où? Il y en a beaucoup des pays de l'Est européen qui viennent justement pour travailler dans les travailleurs constructions détachés surtout. Et dans le service, non. Il y a beaucoup de Polonais, beaucoup de Lituaniens, il y a des Scandinaves, il y a quand même pas mal de Français. Et pas plutôt vers un tourisme écologe. si, aussi. ouais. Au début, c'était surtout les randonnées, les espaces, grands espaces, la nature en été. Aujourd'hui, on a de tout. On a du tourisme aussi en hiver qui a été développé justement par manque. Et on voulait développer toute l'année. Et donc, il y a les week-ends, découvertes, visiter les aurores boréales, beaucoup d'activités qui ont été développées. Et surtout qu'en 2010, après le volcan, après la crise économique, beaucoup de gens voyaient une opportunité justement dans le tourisme et dans l'intérêt que tout d'un coup est arrivé de faire ça devenir réceptif. Donc, moi, je cite en exemple la compagnie. Et on est déjà très en retard, donc on Ouais. va faire un dernier tour de Non, test ouais. très vite. Non, mais je voulais parler d'Icelandair. Oui. Tellement intéressant par rapport à... Excellent. Oui, Oui, parce Avec tous les qu'Icelandair, qui est stopovers. vraiment promotion de la destination, nous, ça nous interpelle parce que autant RTT
Tahiti comme Air Canada, nous sommes vraiment des promoteurs de tourisme vers notre destination. Oui. Mais alors, ceux qui sont extrêmement innovateurs, c'est quand même islandais. Oui. Hein. Je vous invite à aller sur leur site. Je crois que même Airbnb les a copiés pour ce qu'on appelle tout ce qui est côté expérience. Ouais. Qui est assez exceptionnel quand même. Donc, chaque compagnie essaye de s'y Et on dit toujours que atteler, mais Icelandair a aidé à développer justement le tourisme dans tous les sens, parce que je me souviens quand j'y étais, c'était l'hiver qui... On développe beaucoup de contenu, justement, on est vraiment dans le storytelling. Oui, dans l'expérience. J'y faisais allusion tout à l'heure par rapport à ta question, Muriel, sur la stratégie des compagnies spécialistes. Et on est vraiment dans cette dynamique de nourrir le client, le marché, les partenaires, de tout ce qui peut se faire, de tout ce qu'on peut vivre. Et qui peut vivre en Islande comme pour nous en Polynésie. Tout à fait. Alors, on va s'arrêter ici. Je suis désolée, on reprendra ce débat super passionnant. On pourrait y passer des heures. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir apporté votre optimisme autour de ces tables aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt pour la table de la quotidienne numéro 22.